Alors messieurs, bonjour. Avant de commencer ce reportage, je voudrais que vous vous présentiez. Alors monsieur d'abord. Donc moi je m'appelle Frédéric Gilliot, je suis le petit-fils d'un agémotien qui a bien connu la Deuxième Guerre mondiale, qu'il a traversé non pas à Jetmo d'ailleurs, mais plutôt dans l'est de la France, voire après en Allemagne ou en Pologne. Et donc, à ce titre, je suis là pour apporter son témoignage sur le déroulement de la guerre. Voilà. Très bien. Je suis Jean-Luc Boud, je suis professeur d'histoire-géographie au collège. Et Mme Requena m'a demandé, suite à l'exposition qu'on avait fait au collège, il y a un mois, de participer à cette petite intervention. Au départ, ça devait être une causerie. Voilà, un petit échange, puis en fait, ça devient une conférence. Voilà, d'apporter un peu mon éclérage en tant que professeur d'histoire entre guillemets sur la guerre en général et plus particulièrement sur Agenmo, puisqu'on j'avais récupéré pas mal de documents de Michel Marsan sur l'occupation à Agenmo, voilà, sur la guerre, la résistance à Agenmo, voilà. D'accord. Et qu'on travaille avec des élèves depuis longtemps. Bien. Moi, je suis Didier Lapique, donc, je suis un agémotien. Je suis là parce qu'on m'a sollicité pour participer à cette discussion qui devient un peu conférence. Oui, parce qu'on n'a pas dit quand c'était, mais c'est donc oui, alors donc ça c'est le 7 juin à 18h. Non, le 7 mai, pardon. Ça nous laisse un peu plus de temps. À 18h. Et à la salle Aquitaine. Et à la salle Aquitaine. Donc voilà, donc moi je suis là aussi pour... en tant que copain à Michel Marsan, j'ai lu un peu et beaucoup échangé avec lui sur ce sujet. Donc comme on m'a sollicité et en son hommage, je viendrai participer à cela, sur ce qui s'est passé réellement à Agenmo pendant ces 4 ou 5 années. Bien. Alors monsieur Gilliot, parlez-nous de votre grand-père. Alors mon grand-père est né à Jetmo le 6 juin 1890, et si je cite cette date, c'est parce que c'est une date intéressante, parce qu'il est né la même année que le général de Gaulle, en 1890. Ils ont été ensuite camarades de promotion à Saint-Cyr en 1911-1912, et ils ne se sont jamais vraiment quittés entre Saint-Cyr et puis la fin de la guerre, et même au-delà. On en reparlera le jour de notre causerie. Donc ça, c'est un élément qui a structuré un petit peu sa vie, puisqu'à la fin de sa vie, il a été député RPF, donc le Rassemblement pour le peuple français, le mouvement gaulliste de l'époque. Ensuite, il a appartenu à cette génération un peu extraordinaire qui a fait les 2 guerres mondiales. Donc il a été en 14. Il était lieutenant puis capitaine et il a été fait prisonnier en Allemagne pendant de nombreux mois. Après, mais il a connu aussi bien sûr la Deuxième Guerre mondiale. Il a été dans la résistance. Et donc c'est cette époque qui nous intéresse le plus. C'est cette époque qui nous intéresse le plus, mais je le resitue un peu dans tout son parcours. Et là, après avoir été dans les services de l'armistice à Vichy, il a été dans la résistance de l'armée, qui s'appelait l'ORA, l'Organisation de la résistance de l'armée, puis déporté pendant 2 ans, en fait, environ. Et donc, c'est ce témoignage qui est intéressant, parce qu'on a un peu plusieurs aspects de la guerre. La déportation, qui est quand même quelque chose d'assez, j'allais dire, extraordinaire. On voit ce que je veux dire. Oui, c'est pas... Voilà. Et puis aussi la résistance, et puis aussi les opérations proprement dites au début de la guerre, dans les années en 40, enfin, après la drôle de guerre. Voilà. Et est-ce que votre grand-père a fini ses jours à Jetmo? Mon grand-père a fini ses jours à Jetmo, où il repose, j'espère pour l'éternité, au cimetière de Jetmo. Voilà. Très bien. Bien, alors Jean-Luc, parle-nous un peu de ton intervention. Alors mon intervention, ça va être surtout de resituer la guerre. Donc je ne sais pas quelles seront les connaissances du public qui va venir. Alors ça sera peut-être un public déjà averti, bien éclairé, auquel cas j'aurais pas grand-chose à leur apprendre, mais juste resituer la déclaration de guerre. Pourquoi la guerre déjà, peut-être pourquoi aussi on perd la guerre alors que c'était pas du tout prévu, et puis les préparatifs de guerre, la drôle de guerre avec les Alsaciens qui arrivent à Agenmo. Ça c'est Didier qui en parlera, mais voilà, tous les jours je découvre un peu, je te montrerai après, des choses sur ces Alsaciens qui sont venus à Agenmo donc pendant presque une année, en attendant le début des conflits.
Et puis le début de la guerre, voilà, il y a quelques Agenmosiens qui sont tombés au front. Je suis en train de faire quelques recherches pour savoir où ils sont tombés et dans quelles conditions. Et voilà, et puis je vais recentrer après sur Agenmo. Ben voilà, on perd la guerre et les Allemands arrivent à Agenmo. Après, au fur et à mesure que j'avance dans la préparation, en fait, je me pose plein de questions. Je découvre des tas de choses. Mais par exemple, pourquoi les Allemands sont arrivés à Agenmo 4 jours avant Mont-de-Marsan et Dax? Non, tu as la réponse? Ben non, pour l'instant toujours pas. C'est parce qu'ils préféraient Agetmo. Oui, je pense qu'ils ont été mieux accueillis. Non, pour éviter Ils arrivent quel jour? J'espère que non. Le 23 juin. 23 juin. Et dans la nuit du 27 au 28 à Mont-de-Marsan et le 27 au matin à Dax. Ouais, ils étaient le 28 à Dume. Ouais. Alors je sais pas. Et alors j'ai croisé, donc dans les livres de Michel Marsan, c'est bien le 23. Ouais. Et je suis allé voir le livre de Serge Laurent, là, de l'ARI. Lui aussi, il dit que les Allemands sont arrivés le 23. Et au CPRD aussi, dans les documents, au Centre pédagogique de résistance, ils sont annoncés le 23. Donc je vais voir aux archives, là, pendant les vacances, s'il y a une autre trace. Moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Hein. Non. Il se peut qu'il y ait aussi une erreur de date qui a été reprise par plusieurs personnes, ce qui est souvent le cas. Si tu ne trouves pas la source d'origine, quelqu'un écrit, quelqu'un reprend, un troisième reprend. Et ça devient une vérité historique. Alors que, voilà. Et après, j'ai trouvé dans les archives. J'ai trouvé le 26 aussi. Mais, je ne sais pas, dans les archives, moi j'ai trouvé par exemple, ce qu'on peut trouver dans les archives, c'est comme par exemple les Allemands vont arriver, il y a la notion de ville ouverte. Donc il y a des maires qui se préoccupent, donc qui envoient par exemple des télégrammes au préfet pour dire qu'est-ce qu'on fait. Voilà, et si on déclare que c'est ville ouverte, il n'y a pas de combat, donc il n'y a pas de représailles. Mais à Dume, ils sont arrivés le 28 parce que vous avez connu M. Mouchès, le père du kiné. Oui, le docteur Mouchès. Oui, le docteur Mouchès, qui était écrivain. Oui, il était de Dume, il avait 17 ans à ce moment-là, et il écrit un livre, Un instant je suis occupé, où il raconte l'arrivée des Allemands. Le jour où les Allemands sont arrivés à Dume, ils sont arrivés dans Mont-de-Marsan. Donc, a priori, c'était le 28, parce qu'ils ont voulu ils sont rentrés dans le village, ils ont réquisitionné, enfin, un peu, parce qu'ils sont restés une semaine, c'était ceux qui descendaient sur la côte, hein. Ils sont restés une semaine, et donc ils sont allés au château voir le baron Henri de Navaille, et le baron Henri de Navaille, les deux qui sont arrivés avec le sidecar, il les a envoyés paître. Bon, il y en a qui disent qu'il lui aura même mis un coup de pied au cul, bon, ça je ne garantis pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont dit, parce qu'ils sont passés dans le village, ils ont dit, bon, on va revenir et on va s'occuper de lui. Et en fait, avant qu'il revienne, il a fait une crise cardiaque, il est mort. Il est mort. Voilà, donc je pense un coup de sang. Et les Allemands ont réquisitionné, ils ont campé dans le château. Ils ont campé dans le parc du château et ils ont même occupé une partie des chambres alors que Henri de Navaille était froid dans la chambre en haut. Et ils sont restés une semaine, tu vois. Et après ils sont partis. Alors, bien sûr, à Agenmo, c'est un peu particulier parce qu'il y a ce problème de la ligne de démarcation. Voilà, donc après, on va basculer sur le problème de la ligne de démarcation, effectivement, qui est active à partir du 30 juin, je crois, à Agenmo. Et qui ça va fortement perturber la vie des gens, quoi. Et après, voilà, Didier va parler aussi. Et donc, Didier, tu vas enchaîner là-dessus. Oui, je vais parler aussi un peu plus en détail des Alsaciens, puis c'est la première phase installée à Agenmo. Alors, explique-nous un peu des Alsaciens. Là. Les Alsaciens, l'État français à ce moment-là, la déclaration de guerre, a voulu éloigner les habitants riverains des frontières, c'est-à-dire les Alsaciens, les Mosellans. Leur a demandé, vous prenez 30 kilos de bagages et vous filez sur le sud. Et Agenmo a été un lieu de destination, puisqu'il est arrivé au total 800 Alsaciens sur une population à l'époque de 2860 habitants. Donc c'est pas rien, c'est un bouleversement sur la ville. Et bon, je vais raconter tout ça, on va raconter tout ça. Parce qu'il est déplacé par village. Donc il y avait un curé qui venait, les instituteurs. Oui. Et donc, il y en a dans tout le sud-ouest. C'est pour ça que tu as plein de petits villages qui sont jumelés. Sauf à Agenmo, entre parenthèses. Ouais. On avait deux villages. Ce qui est surprenant, parce que s'ils sont venus à Agenmo, c'est surtout parce que le sud-ouest, c'est le deuxième pays du foie gras après l'Alsace, d'après eux. Donc, cette période qui a la vie agenmosienne. Bon, ensuite, on parlera de l'occupation allemande. Oui, c'était une période difficile.
Et puis on va parler aussi, à Agenmont, il y a eu un réseau de résistance autour d'un personnage qui s'appelle Maurice Darré, qui a fait d'abord agent de liaison du renseignement, puis qui a créé un réseau en vue du jour J, du débarquement, pour faire des opérations de sabotage, d'attaque des colonnes allemandes, ralentir la montée vers la... Tu as les documents là-dessus. Oui, on a des documents, et surtout c'est la vie passionnante d'un petit réseau à Agenmont, d'une quinzaine, vingtaine de personnes qui, pendant toute la guerre, ont fait des actions et des parachutages aussi sur la lande d'Agès. Hein. Et pour la petite histoire, il y a même les 2 mitrailleuses qui avaient été larguées, ont servi au combat qu'il y a eu au pont de Batz à Mont-de-Marsan. Ce sont ces mitrailleuses qui ont fait fuir les Allemands, parce que, bon, petit détail, ils ont touché un camion chargé d'explosifs, et les Allemands ont cru qu'ils avaient affaire à une grosse armée en face d'eux. Oui, non, ils sont partis, ils ont battu retraite, et ils ont quitté le département dans cette nuit-là, août 1944. Voilà, donc il y a tout ça à raconter, puis bon, l'épilogue, ce que sont devenus ces gens après la guerre, bon, on parlera un peu des combattants de la 25e heure, qu'il y en a toujours eu partout, donc voilà. Bien, et alors donc pour l'organisation, vous m'avez dit tout à l'heure que vous allez donc intervenir tous les 3, et qu'il y aura aussi des documents audio et vidéo. C'est ça, on affichera en même temps que l'on parle, on affichera des documents, des photos, des documents sonores. L'appel du général de Gaulle, ou alors on a des photos tirées des livres de Michel Marsan ou de son expo, photos des Alsaciens à Agenmont. Vous l'avez lu, le livre qu'a fait Lahiri sur les Alsaciens, tu le connais? Oui, je le connais, oui. Oui, j'ai remonté plein de trucs. Parce qu'il y a des photos des baraquements qui étaient installés à la Cité Verte. Voilà, c'était une que les Allemands ont occupé après, d'ailleurs. C'était une cité verte avant l'heure, d'ailleurs. Oui. Et qui ont fini en cité tribune de rugby, oui, les planches des baraquements des Alsaciens, qui sont devenus baraquements des Allemands, et qui plus tard sont devenus les premières tribunes du foot et du rugby, quoi. Voilà, même le bois a une histoire ici. Et Maurice Darré avait un Ausweis, parce que c'est lui qui faisait le cinéma projectionniste pour les Allemands, puisqu'ils avaient réquisitionné. Ouais. Donc il allait chercher les pays. C'était lui le résistant, là? Oui, c'était mon voisin. Quand j'habitais au Reillalande, il habitait juste à côté. Il y avait un autre Marsan qui habitait, puis il avait la maison. Donc moi j'avais été le voir quand je suis arrivé en 85, et j'avais pas mal discuté avec lui. Ouais. Et lui c'est ça, il avait cet Ausweis, il avait la confiance des Allemands. Oui. Et il allait à Mont-de-Marsan. Et à Bordeaux même. Alors il allait à Bordeaux, donc il circulait assez facilement, quoi. Bon, alors moi je pense que ça va être vraiment passionnant. On rappelle le 7. Le 7 mai, donc, à la salle Aquitaine. À 18h à la salle Aquitaine. Bien, mes messieurs, je vous remercie, et j'espère que beaucoup de personnes viendront, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ça a l'air vraiment passionnant, tout ce que vous avez à dire. Merci beaucoup. Merci.